Bienvenue dans Le rhumatisme et moi, le podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Il existe plus de 200 formes de rhumatisme, certaines sont bien connues et plutôt communes, d'autres sont très rares. Myriam Schaller est atteinte de lupus érythémateux disséminé, une maladie rhumatismale inflammatoire et auto-immune qui touche seulement 2400 personnes en Suisse. Avec la rhumatologue Charlotte Girard, nous abordons dans ce podcast le long chemin de la pose du diagnostic, puis des changements qu'implique la maladie et son traitement au quotidien, afin de retrouver une bonne qualité de vie. Bonne écoute. Bienvenue à toutes les deux, merci d'avoir répondu présente pour ce podcast sur les maladies rares. Comment allez-vous ? Merci beaucoup, merci qu'on puisse être ici. C'est vraiment un plaisir de pouvoir témoigner et être là pour d'autres personnes. Et moi, je vais bien, je suis dans une phase de la maladie qui ne me cause pas trop de soucis. Merci. Moi, ça va bien, merci. Je suis également heureuse d'être là pour discuter de ce sujet intéressant qui me préoccupe particulièrement en tant que médecin, que sont les maladies rares. Charlotte, vous êtes rhumatologue, chef de clinique au HUG. Qu'est-ce que ça veut dire une maladie rare ? Alors, le terme maladie rare est en fait très précisément défini suite à une définition qui a été érigée par l'OMS il y a plus de 50 ans, selon laquelle une maladie rare est en fait une maladie qui s'exprime chez moins d'un patient sur 2000. Donc, c'est vraiment une définition de fréquence. Ceci dit, les maladies rares, en fait, il y en a beaucoup, on en décrit, on en découvre de plus en plus, ce qui fait qu'au final, les unes avec les autres, ce sont des maladies qu'on peut considérer comme étant fréquentes. Disons que ça peut être fréquent de rencontrer un patient avec une maladie rare. Et on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près, en tout cas, plus de 7000 maladies rares qui ont été reconnues dans le monde. Myriam, vous êtes vous-même atteinte d'une maladie rare, vous êtes atteinte de lupus. Est-ce que vous êtes d'accord d'expliquer en quoi consiste cette maladie ? Oui, alors bien sûr, je vais vous l'expliquer dans la mesure de ce que j'ai vécu. Donc, une petite partie en fait. Moi, je suis atteinte donc les principaux symptômes, c'est les douleurs articulaires, de l'arthrite et j'ai été aussi très embêtée par une énorme fatigue, toujours d'ailleurs, mais qui a beaucoup diminué avec les bons médicaments, la prise de bons médicaments. C'est les deux principaux symptômes dont je souffre. Et en l'occurrence, le lupus chez moi a été découvert à travers une biopsie rénale où ils ont détecté une glomérulonéphritis, qui est une inflammation des glomérules du rein, en fait. Voilà donc de quoi je souffre. Ensuite, les symptômes, par exemple, là, j'ai vécu des gingivites, donc inflammation des gencives, des aftes. J'ai aussi une fois perdu mes cheveux, donc j'avais un peu pas complètement perdu mes cheveux, mais des trous de 3-4 cm de diamètre sur la tête. Et autrement, un syndrome de Raynaud, qui est en fait, quand vous avez froid l'hiver, vous avez comme des taches qui apparaissent comme si vous avez des engelures, et ça fait très mal dans les mains. Ensuite, donc ça, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on peut voir aussi parfois. Et par rapport à ce qu'on ne voit pas, j'ai des anticorps antiphospholipides qui menacent en fait de thrombose. Donc là, c'est aussi quelque chose, un symptôme du lupus, mais qui vous oblige quand même à prendre une médicamentation. Et pour les personnes qui ont déjà fait des problèmes, comme par exemple des thromboses, doivent prendre des médicaments encore plus forts pour éviter ces problèmes-là. Voilà, autrement, le lupus donc, peut atteindre le cœur, le système nerveux, les vaisseaux sanguins, mais en l'occurrence, pour moi, là, j'ai pas de gros problèmes par rapport à ça. Et voilà un petit peu pour ce que je connais du lupus. Comment tout ça a commencé ? Quels étaient les premiers symptômes ? Alors, moi, j'avais très mal, en fait.
j'étais en apprentissage et puis quand je rentrais du travail, monter les 4 dernières marches pour arriver à la maison, c'était un challenge. Donc c'était devenu lourd au quotidien. Et il y avait cette fatigue qui était une fatigue en fait comme quand vous avez une grippe puis que vous êtes vraiment dans le lit puis vous avez l'impression que vous avez monté l'Everest la veille et vous ne savez pas pourquoi en fait. Vous avez juste fait votre journée tout à fait normalement. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est pas normal. C'est comme ça que ça a commencé. Et ce diagnostic, est-ce que vous l'avez eu directement ? Non, alors là, ça a été très, très difficile parce que quand je me plaignais de ces douleurs, mon entourage proche, mes parents, mon frère, mes amis, me disaient, va chez le médecin, quoi, c'est pas normal. Et puis, mes parents avaient plutôt tendance à dire, c'est rien, c'est normal que tu sois fatiguée. Donc, également, comme je suis fille de paysan, on n'allait pas trop chez le médecin facilement. Donc, j'y suis allée quand j'avais tout d'un coup une grosse fièvre, quoi. Et là, le médecin, il a considéré que c'était plutôt une grippe, les symptômes d'inflammation. Donc, il m'a dit, revenez si ça va pas mieux dans une semaine. Et j'ai attendu à peu près d'être 3 fois malade pour que mon médecin dise, il faudrait vous envoyer quand même chez un spécialiste. Donc, au début, j'étais chez un rhumatologue qui a fait des examens pas très poussés parce que il m'a dit que ça se pouvait que ce soit une maladie très rare, mais que c'était tellement peu possible que il n'allait pas faire la prise de sang. Donc, j'ai été renvoyée à la maison. J'ai attendu de nouveau d'avoir de la fièvre pour retourner chez le médecin de famille, qui m'a renvoyée chez un autre spécialiste. Et là, c'était un néphrologue. Et là, enfin, il a fait une biopsie rénale. Et puis, le diagnostic a pu être posé. Mais c'était très long et très difficile. Et puis, c'est vraiment un parcours où c'est difficile parce que les gens nous disent « mais c'est rien ». Donc, il faut vraiment se dire « non, c'est pas rien, je vais aller chez le médecin ». Et puis, pour moi, ça a été difficile. De contrer, en fait, les personnes qui étaient autour de moi et qui disaient « mais t'inquiète pas, arrête de te plaindre ». Donc voilà, c'était un peu le parcours du combattant. Ce parcours du combattant, Charlotte, c'est quelque chose que vous vivez avec vos patients et patientes ? Alors oui, c'est juste d'autant plus que de par mon activité hospitalière, on est amené à voir les patients souvent en 2e, voire 3e ligne. Donc il y a déjà eu un parcours de soins souvent très, très chaotique. Et pour des maladies telles que le lupus, donc votre maladie Myriam, c'est vrai que les symptômes sont relativement subjectifs, en tout cas pour certains d'entre eux. C'est vrai que la fatigue, c'est quelque chose que l'entourage ne peut pas percevoir, le médecin lui-même ne peut pas évaluer objectivement. Donc c'est vrai que c'est facile de mettre sur le compte d'une virose, d'un petit moins bien au niveau du moral, des symptômes comme cela. Les douleurs, c'est un symptôme auquel on est fréquemment confronté en rhumatologie. C'est pas toujours non plus simple à objectiver. Alors c'est facile quand les articulations se mettent à enfler, mais quand les articulations sont seulement douloureuses, on peut passer à côté de quelque chose assez facilement si on n'est pas très précis et très minutieux dans notre démarche diagnostique. Donc c'est pas rare qu'effectivement on soit amené à soigner des patients qui ont erré pendant des mois, des années avant qu'un diagnostic puisse être établi. Concrètement, comment ça se passe la pose d'un diagnostic ? Alors nous, comme je disais, donc comme on arrive généralement en 3e ligne, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Donc notre défi, c'est d'arriver à faire le diagnostic que personne n'a encore fait jusqu'à présent. Donc pour ça, il faut être extrêmement complet. Donc ça commence par un interrogatoire. J'utilise le terme d'interrogatoire parce que c'est vraiment ça. Alors en médecine, nous, on a notre jargon, on dit anamnèse, mais en pratique, ça se rapproche vraiment d'un interrogatoire policier. Donc on pose une tonne de questions aux patients
sur ces symptômes articulaires en tant que rhumatologue, mais pas seulement. On va vraiment chercher le moindre signe qui va nous orienter vers une maladie particulière. Donc ça peut être, voilà, on va d'abord effectivement faire préciser la douleur, son horaire, sa localisation, les facteurs déclenchants, soulageants, des choses comme ça. Et puis on va s'intéresser aux symptômes aussi extra-articulaires. On va également s'intéresser au contexte parce que selon l'âge du patient, son sexe, son origine, on va être orienté vers telle ou telle hypothèse diagnostique. En particulier, il y a beaucoup de maladies rares qui sont d'origine génétique. Alors, ce n'est pas le cas du lupus de manière exclusive. Il y a des facteurs génétiques, mais pas seulement. Mais d'autres sont vraiment des maladies monogéniques. Donc, le fait d'avoir aussi des antécédents familiaux, des personnes dans la famille qui sont atteintes par la même maladie ou des familles de maladies qui se rapprochent du lupus, ça peut nous orienter. Après ça, on va examiner notre patient. Là aussi, on va chercher des petits signes, peut-être des choses qui seraient passées inaperçues jusqu'à présent, mais qui peuvent nous orienter vers un diagnostic. Et puis, comme il y a généralement eu, ce qui n'est pas tellement votre cas, Myriam, j'ai l'impression, mais généralement, il y a déjà eu des bilans sanguins, radiologiques. Avant notre consultation, on s'efforce d'abord de rassembler toutes les données à disposition pour établir des hypothèses diagnostiques. Ces hypothèses diagnostiques vont nous amener à proposer un premier bilan qui généralement va être limité parce qu'on ne va pas forcément chercher les choses les plus rares tout de suite. Mais c'est pas rare qu'après ce premier bilan, on ne puisse pas répondre à la question du diagnostic et qu'on soit donc amené à réaliser un deuxième bilan et ainsi de suite. Donc ça nous arrive aussi qu'il y ait c'est très fréquent qu'on n'ait pas le diagnostic tout de suite non plus, même à l'hôpital, et qu'on y arrive petit à petit en cheminant progressivement. Et combien de temps ça prend ? Alors, ça peut prendre du temps. Il y a quelques études européennes récentes qui s'accordent pour dire qu'en moyenne, il faut 1 an et demi avant de poser un diagnostic de maladie rare. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus long. Ça peut, pour une bonne proportion des patients, peut-être un quart ou un cinquième des patients, ça peut aller jusqu'à 5 ans avant un diagnostic. Et puis pour d'autres, ça peut même être encore plus long que ça, voire plusieurs décennies. C'est des choses qui peuvent arriver. Je suis vraiment tellement compatissante par rapport aux personnes qui attendent un diagnostic, parce que moi-même, j'ai attendu aussi très longtemps, puis j'ai vécu ça très difficilement. Oui, ça, je peux le comprendre. C'est toujours compliqué. Pour nous aussi, c'est vrai que alors, on essaye de se mettre à la place des patients. Pour nous, c'est plus simple, évidemment, parce qu'on n'est pas concerné nous-mêmes par la maladie, mais c'est souvent frustrant également quand on est médecin de ne pas arriver à poser un diagnostic qui nous permet après d'avoir une démarche thérapeutique adaptée. Myriam, après le diagnostic, comment avez-vous réagi ? Alors après le diagnostic, c'était un grand soulagement d'abord d'avoir ce diagnostic, parce que on se rend compte qu'on n'a pas simulé, parce que à force de ne pas en avoir justement, on se demande si on a vraiment un problème psychologique. On rentre dans une souffrance où on a l'impression qu'on n'est pas du tout compris, et puis vu qu'on attend toujours sans réponse, on se demande si un jour on va pouvoir aller mieux, s'il y a quelqu'un qui va pouvoir nous dire pourquoi est-ce qu'on souffre comme ça, et puis s'il va pouvoir avoir une solution. Donc le diagnostic, c'est un soulagement extrême, mais en même temps c'est aussi un coup de poing dans la figure. Et forcément on se renseigne un petit peu. Moi, en l'occurrence, j'ai posé beaucoup de questions à mon médecin. Je voulais tout savoir sur la maladie, et en découvrant ce que c'était, ça amène aussi beaucoup de peur, parce qu'on se dit, oh là là, si c'est ça, je sais pas si je vais être encore en vie dans 5 ans, ou qu'est-ce qui va se passer avec moi, est-ce que le lupus va attaquer mes organes, mon cerveau, etc. Donc c'est vraiment très difficile. Alors c'est à partir de ce moment-là un combat qui commence pour, d'un côté, accepter la maladie, et puis d'un autre côté, de la combattre. Alors, pour moi, ma solution, c'était informe-toi à fond, Myriam, pour que tu puisses faire le mieux possible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, donc en me renseignant, en recherchant beaucoup des informations. Et puis là, la Ligue suisse contre le rhumatisme m'a beaucoup aidée, dans le sens que
j'ai pu voir qu'il y avait des conférences, qu'il y avait des groupes d'entraide. J'ai pu aussi consulter leurs informations par rapport aux descriptions de la maladie. Et puis tout ça m'a fait commencer à rentrer en fait dans un combat où il fallait toujours un petit peu... c'est comme si on est un peu comme un funambule sur un fil. Il faut garder à l'idée que il faut se battre. Il faut justement accepter cette maladie, mais sans trop l'accepter. Donc c'est un équilibre à trouver. Et par rapport à votre entourage ? Alors, mon entourage j'ai pas ressenti vraiment de grosses réactions en fait. J'ai l'impression que mes parents se faisaient beaucoup de soucis et tous ceux qui étaient mes parents proches qui étaient autour de moi, oui, ils pouvaient pas faire grand-chose en fait. Donc j'ai reçu un premier médicament qui m'a aidé un peu dans la mesure que j'avais un peu moins de douleurs, mais voilà, les douleurs étaient quand même encore là. Donc la situation n'a pas vraiment beaucoup évolué dans un premier temps. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Oui, alors j'ai commencé à prendre un médicament anti-rhumatismal qui a un peu aidé au niveau des douleurs. Et ils m'ont déconseillé de commencer à prendre de la cortisone parce que c'est toujours quelque chose qui améliore énormément les problèmes de douleur. Et là, ils m'ont dit non, parce qu'en commençant la cortisone, vous allez la prendre toute votre vie. Donc, on essaie de repousser au maximum cette prise de cortisone. Et donc, du coup, j'avais encore beaucoup de problèmes de douleur et de fatigue qui pouvaient de toute façon pas être aidés en prenant un médicament. Et qu'est-ce qui a changé au niveau de votre quotidien ou de votre travail ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le diagnostic, il apporte ce soulagement, on peut commencer à s'informer, mais la qualité de vie reste en gros la même. Enfin, on a une petite amélioration, mais le fait que j'ai dû réduire mon travail, en fait, j'avais déjà le problème auparavant, mais avant, on me disait qu'est-ce que tu veux réduire ton activité professionnelle juste pour de la fatigue non. Donc j'ai continué à travailler à 100%. Et c'était en 1996, donc j'allais me marier. Et là, je me suis rendu compte qu'au niveau des douleurs, j'arrivais plus du tout à suivre mon rythme de travail à 100%. Donc spontanément, j'ai décidé de prendre un poste plus léger. Donc j'ai commencé à travailler à 50%, puis à 40%. C'était devenu quelque chose de vraiment nécessaire, quoi. Je ne pouvais plus suivre mon rythme de vie avec ces douleurs et cette fatigue. Donc ma vie, oui, elle était énormément transformée par ces symptômes. Et je me rappelle aussi que par rapport aux sorties, donc j'avais 20 ans, un peu plus, je me retrouvais avec des douleurs où j'avais juste envie de rentrer à la maison, personne ne comprenait, je commençais à être de mauvaise humeur, j'avais plus en fait les nerfs. Donc c'était très difficile à accepter aussi pour mes proches parce que ils me disaient quand même tu vexes les gens de rentrer à 9h du soir, on n'a même pas pu prendre le dessert, donc c'était assez difficile. Et puis moi, j'en pouvais plus, donc j'ai commencé à réduire ma vie sociale. Et ça, c'était très difficile à accepter pour moi. Et aussi ce regard des autres, en fait, qui vous disent « Ouais, mais fais un peu... donne-toi un petit peu pour que tu puisses tenir le coup. » Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à l'expliquer à vos amis et à votre entourage ? C'était difficile parce que j'avais cette envie d'expliquer aux personnes de mon entourage, notamment aux plus proches et aussi aux amis. Et je l'ai fait, mais je restais toujours un peu sur une frustration parce que j'avais l'impression que, au final, oui, j'avais tout expliqué. Je sentais comme si je m'étais un peu mise à nu devant tout le monde. Et puis au final, les gens ne pouvaient rien faire. Donc c'était difficile. Et même certaines fois, je remarquais qu'au bout de 3 mois, les gens ne savaient plus ou avaient oublié. Donc pour ce qui était des amis un petit peu plus éloignés ou des personnes que je fréquentais au travail. Donc là aussi, c'était de nouveau assez difficile. Et puis les personnes
qui sont proches de vous, qui vous aiment le plus, essayent toujours de faire quelque chose, en fait. Ils veulent absolument aider. Donc, je vais te faire un massage, je vais faire tout ce que je peux, je vais essayer de faire la vaisselle plus souvent. Et en fait, les gens ne vont pas changer leur mode de vie pour vous. Donc, vous restez sur, là aussi, une frustration. Et les personnes de votre entourage aussi, parce qu'on se rend compte tous que finalement, la maladie est là, puis qu'elle est plus forte que nous. Et que y a des médicamentations, mais si elles ne sont pas optimales, voilà, vous restez dans une situation où vous allez mal et personne ne peut rien faire. Et avec le recul, à côté de ces aspects négatifs, est-ce que vous retirez aussi du positif de ces années ? Oui, énormément de positif, parce que j'ai appris vraiment qu'en s'informant, en ayant une bonne communication avec notre médecin, on arrive à faire quasi des miracles. Et j'ai eu énormément de soutien au niveau des médecins qui m'ont suivi. Et j'ai pu poser toutes les questions que je voulais et ça m'a beaucoup aidée à pouvoir trouver un équilibre dans la vie. Donc j'ai appris que l'alimentation était très importante, l'activité sportive et j'ai appris à un petit peu une nouvelle vie en fait, à trouver un équilibre avec la maladie. Et j'ai aussi appris à la patience, que le repos était très important. Et puis, c'est une chose aussi que je ne savais pas trop faire, c'était savoir dire non en toute bonne conscience et puis essayer de rester sereine par rapport à cette maladie en faisant tout ce que je pouvais faire et puis en acceptant aussi ce que je ne pouvais pas. Mais globalement, je dois dire que je me sens grandie par cette maladie, dans le sens où j'ai pu encourager aussi d'autres personnes qui étaient malades et leur expliquer aussi comment je m'étais aidée moi-même, par exemple, quand vous n'arrivez pas à vous endormir parce que vous avez mal, que vous êtes réveillé à nouveau à 3 heures du matin parce que vous avez de nouveau mal, parler de la gestion, par exemple, des médicaments antidouleurs, et puis ce qu'on peut faire aussi pour nous, par exemple, en exerçant une activité qu'on aime pour être plus serein, pour peut-être la méditation. Enfin, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui lit beaucoup la Bible. Et ça m'a beaucoup aidé à me poser et à trouver un équilibre, en fait, aussi dans ma façon d'aborder cette maladie pour rester sereine et accepter en combattant, comme je le disais tout à l'heure. Myriam a parlé de changement d'alimentation, de médication, de méditation aussi. Est-ce que vous arrivez à faire des miracles, Charlotte, en tant que rhumatologue ? Alors j'espère. C'est vrai que quand je vous entends, je me dis waouh, c'est super, ces rhumatologues. Enfin, les médecins de Myriam peuvent vraiment être fiers parce qu'elle a toutes les clés pour vivre avec sa maladie, parce que c'est vrai que ces maladies-là sont des maladies chroniques. Et comme vous le disiez bien, Myriam, il faut les accepter sans les accepter. C'est-à-dire se rappeler qu'on est malade, mais en même temps, arriver à retrouver une vie normale, en fait. La vie de quelqu'un qui aurait pas de maladie, mais avec la maladie. Et ça, c'est un vrai défi. Et en tant que médecin, on reste conscient que les médicaments seuls n'y suffisent souvent pas et que c'est très important que le patient puisse effectivement s'autogérer au mieux, donc apprendre toutes ces choses que vous avez appris avec l'expérience. On insiste beaucoup sur l'importance effectivement de l'activité physique. L'alimentation, c'est quelque chose qu'on sait être important, mais il y a pas encore beaucoup d'études qui démontrent que ça a un réel effet. Mais moi, j'ai l'expérience de beaucoup de patients qui m'ont dit qu'après avoir changé telle ou telle chose dans leur régime alimentaire, ils ont constaté qu'ils allaient mieux. Donc moi, je les encourage à chercher à aller vers ce genre de pistes. Moi, je voulais juste encore... en fait, moi, j'ai fait une expérience à un moment donné, parce que là, comme je dis, c'était un peu avant 20 ans que j'ai commencé à avoir des symptômes. Et puis là, j'ai 50 ans, donc j'ai quand même passé par pas mal de choses.
Et à un moment donné, je me suis dit, là, Myriam, tu vas pouvoir gérer. Tu vas être sereine, tu vas avoir une vie super, tu vas plus avoir mal. Et j'ai baissé les médicaments sans l'accord de mon médecin. Et je me suis retrouvée, je ne sais plus combien de temps exactement c'était après, mais je pense à peu près 1 mois, où j'ai eu une énorme poussée de lupus. Et j'ai atterri aux urgences à l'hôpital universitaire de Zurich avec un max de cortisone pour faire baisser l'énorme inflammation qui est en train d'avancer. Et là, ce que je voulais dire, c'était que, voilà, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Quand vous avez des médecins qui vous suivent, c'est tentant, quand on a une maladie comme ça, de se dire non, mais c'est un truc psychologique, tout va bien aller. Et en fait, là, il faut vraiment travailler avec son médecin et puis écouter. Et puis, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais il n'y a pas de remède, de miracle. Et arrêter une médicamentation comme moi je l'ai fait, c'est vraiment à déconseiller. En tout cas, pour moi, c'était pas du tout une bonne idée. Et voilà, j'encourage vraiment un parcours en collaboration avec le personnel soignant qui est là pour nous aider. Et puis au début, moi, je me rendais pas compte à quel point c'était important, cette bonne communication avec le médecin. Charlotte, comment fait-on pour garder cette bonne communication avec le patient ou la patiente et un lien fort ? Alors ça, c'est un point extrêmement important et vous avez raison de le souligner parce qu'effectivement, voilà, nous, on a un rôle de soignant, de prescripteur et on sait que notre traitement va aider, bien sûr, hein, sinon on ne le proposerait pas. Et vous en avez fait donné un exemple très concret. Mais d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est aussi essentiel que le patient puisse, déjà connaisse sa maladie et puisse également trouver le moyen par lui-même d'aller mieux. C'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et pour maintenir ce lien, c'est extrêmement important de rester disponible pour le patient, donc d'assurer un suivi régulier, de faire comprendre au patient que ce suivi est très important, parce qu'on est dans le domaine d'une maladie chronique, parce que c'est pas parce qu'on va bien avec le traitement qu'on peut effectivement l'arrêter d'un coup, parce que si on va bien avec le traitement, c'est sans doute parce que le traitement marche. Et voilà, on se rend compte que parfois, effectivement, en arrêtant le traitement, la maladie revient, parce que c'est une réaction naturelle. Hein. Moi, j'ai plein de patients qui ont eu envie d'arrêter leur traitement aussi parce qu'ils se sentaient bien, mais ils se sentaient bien parce que le traitement était efficace, effectivement. Concernant les traitements, où en est la recherche sur les formes rares de maladies ? Alors, la recherche sur les maladies rares, elle avance, hein, sûrement, doucement, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, de difficultés de recruter des patients dans des études ou des cohortes, d'accéder à des échantillons, compte tenu de la rareté de ces maladies. Toutefois, maintenant, on a accès à de nouvelles technologies qui nous permettent de faire des diagnostics que jusqu'à il y a peu, on ne pouvait pas faire. Je pense en particulier, alors ça se prête pas au diagnostic du lupus, mais au séquençage nouvelle génération, par exemple, qui permet d'identifier des maladies génétiques rares qu'on était dans l'incapacité de diagnostiquer il n'y a pas si longtemps que ça. Mais aussi au niveau de la recherche thérapeutique, là, il y a beaucoup de progrès qui a été fait ces dernières années parce que les autorités, que ce soit en Suisse, en Europe ou dans le monde entier, ont attaché une importance toute particulière à ces maladies rares et soutiennent de plus en plus les industries pharmaceutiques pour aider au développement des médicaments pour ces maladies-là. Donc grâce à ça, on a pu voir apparaître sur le marché des nouvelles thérapies. Donc je dirais que voilà, les 10-20 dernières années ont été très, très fructueuses dans ce domaine. Est-ce qu'il existe bientôt un traitement pour chaque maladie rare ? Alors on en est loin. Il y a encore des maladies rares qu'on appelle les maladies orphelines pour lesquelles on n'a malheureusement pas de traitement. Alors en tant que rhumatologue, on a relativement de la chance parce que c'est pas trop notre cas. On a accès à tout dépend de la maladie, bien sûr. Hein. Pour certaines maladies, on est plus limité, mais pour d'autres, comme dans le lupus, finalement, maintenant,
on a le choix dans pas mal de thérapies. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est de trouver la bonne. Parce que ce qui peut manquer pour ces maladies-là, c'est des marqueurs, notamment biologiques, qui permettraient d'identifier quel patient va répondre à tel traitement. Et ce qui se passe, c'est que généralement, alors quand il y a des recommandations disponibles, comme c'est le cas du lupus, on va commencer par un traitement et puis suivre les guidelines, donc procéder étape par étape. Mais malgré ça, ça arrive qu'on n'arrive pas à trouver tout de suite le bon traitement. Puis quand on n'a pas de guidelines, là, on se sent un petit peu plus seul. Et là, c'est vraiment une décision partagée entre nous, voilà, qui connaissons les médicaments, qui connaissons leurs avantages, leurs inconvénients, et le patient qui va nous présenter aussi ses préférences en termes de modalités de traitement, ses craintes quant aux effets indésirables potentiels. Donc voilà où on en est un petit peu en matière de thérapeutique dans ce domaine. Sur quels aspects la médecine et les rhumatologues peuvent encore s'améliorer pour subvenir aux besoins des patients et des patientes ? Alors, je viens d'en parler, le fait d'avoir des marqueurs, donc ce qu'on appelle nous des biomarqueurs, qui permettraient d'identifier, de sélectionner immédiatement le traitement qui va marcher. Ça, c'est ce dont tout le monde rêve. Et il y a énormément de recherches dans ce domaine-là actuellement. On commence à avoir des résultats pour certaines maladies qui sont très encourageants. Ce dont vous avez parlé, Myriam, la fatigue, ça c'est un symptôme qui est extrêmement fréquent dans beaucoup de rhumatismes, beaucoup de maladies qu'on traite en rhumatologie et beaucoup de maladies rares et qui est souvent encore peu considéré par les médecins alors que c'est un symptôme qui est extrêmement invalidant. Et depuis quelques années, maintenant, il y a vraiment de la recherche sur ce symptôme-là en particulier. Donc, des études qui sont faites pour essayer d'évaluer cette fatigue, pour essayer de trouver des traitements. Alors, on ne parle pas forcément de traitements médicamenteux, mais d'autres solutions pour tenter d'éradiquer cette fatigue, en tout cas l'améliorer. Je pense que ce qui devrait également être fait, c'est rendre ces maladies rares plus visibles. Alors, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas apprendre à un étudiant en médecine toutes les maladies rares qui existent, mais disons que dans le cadre de la formation continue, post-graduée des médecins, on pourrait envisager d'informer les médecins traitants et les spécialistes davantage concernant ces maladies et surtout mettre à leur disposition des contacts qui pourraient être questionnés quand un cas de maladie potentiellement rare se présente devant eux. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits justement en Suisse et en Europe, mais aussi dans le monde sur cet aspect par la mise en place de réseaux, de centres de référence maladies rares. C'est des choses qui se développent de plus en plus. Et puis, ce qui pourrait être aussi amélioré, bon, ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est relativement à la mode, c'est vraiment la prise en charge globale du patient. Ça l'est pour les maladies rares, mais aussi pour d'autres maladies. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément mis en avant, mais qui a une importance extrême dans ces maladies. Donc, le fait de traiter avec des médicaments la maladie, mais aussi de prendre en considération les aspects psychologiques, sociaux. Et c'est là que le rôle du médecin, mais pas seulement, des autres soignants, de structures comme la Ligue suisse contre le rhumatisme peuvent également être d'un grand soutien. Nous arrivons peu à peu au terme de cette discussion. Myriam, est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui nous écouteraient et qui seraient dans l'attente d'un diagnostic ou qui vivraient avec une maladie rare ? Alors, je pense que vous avez un peu compris ce que je ressens par rapport à la maladie là, depuis le début de la discussion. Et pour moi, être actif dans le sens où on va s'informer, on va discuter avec le médecin, c'est très important de faire tout en fait pour recevoir l'aide dont on a besoin. Donc, j'ai envie d'encourager les personnes atteintes d'une maladie rare à se dire je suis importante et puis je vais demander de l'aide parce que je veux m'en sortir. Et puis, il faut faire cet effort-là parce que si on ne le fait pas, personne ne va le faire à notre place. Donc, j'encourage vraiment les personnes à aller chercher cette aide vers leur médecin et
Oui, à savoir qu'on est important parce que quand on a une maladie rare comme ça, c'est peu compris forcément et c'est normal et les gens ne peuvent pas se mettre à votre place. Et puis, c'est important de se dire non, je ne vais pas ne rien faire et puis faire comme j'avais rien parce que voilà, les personnes de toute façon ne le remarquent pas. Mais se dire oui, je mérite cette aide. Moi, ma maman m'a beaucoup dit non mais Myriam, qu'est-ce que tu vas embêter le médecin encore avec tes problèmes ? Tu crois pas qu'ils ont assez de choses à faire ? Il y a des choses plus importantes. Et puis j'étais toujours un petit peu à me dire ouais, ok, bon, d'accord, je vais arrêter de me plaindre. Je vais pas faire perdre du temps au médecin. Puis c'était pas facile, mais je veux vraiment encourager là les personnes à dire non. Allez-y et puis trouvez la solution parce que c'est important de retrouver une qualité de vie qui va. Elle sera jamais comme si vous aviez pas cette maladie, mais vous pouvez faire beaucoup de choses pour améliorer. Moi, j'ai passé par beaucoup de médicamentations différentes. Je pense que si vous regardez ma liste de médicaments, là, j'en avais 6 quotidiennement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai pu enlever 2 médicaments et puis j'ai surtout le médecin a trouvé le bon qui m'a vraiment permis d'avoir une vie, un changement de qualité de vie énorme dans le sens où j'ai vraiment beaucoup moins de douleur et moins de fatigue. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et ça vous permet aussi de pouvoir suivre. Je travaille seulement à 40% parce que dès que je dépasse cette limite, ça ne va pas. Mais je peux le faire en gardant ma dignité, en disant oui, je vais bien et je ne me plains pas parce que je peux faire cette activité. Et retrouver cette dignité de dire oui, je peux faire peut-être moins, mais je peux le faire bien, ça m'a beaucoup aidée et ça me permet d'être heureuse. Et Charlotte, un message à faire passer aux auditeurs et auditrices ? Alors moi, je citerai volontiers Ambroise Paré, donc ce honorable chirurgien français du XVIe siècle, qui disait de façon très juste « Guérir, parfois, soulager, souvent, soigner, toujours ». Et ça, c'est vraiment une devise que j'essaye de mettre en pratique quotidiennement. Et c'est d'autant vrai dans le domaine des maladies rares, parce que comme on l'a dit, les traitements, il n'y en a pas toujours. Quand il y en a, ils peuvent fonctionner, mais si on n'a pas cette relation avec le patient qui fait qu'il va aussi élaborer des stratégies pour aller mieux, finalement, on n'arrive jamais à quelque chose d'optimal. Donc, en tant que médecin, il faut rester très, très humble et puis pas perdre de vue notre véritable rôle qui est de faire du bien aux patients en étant disponible, en étant ouvert à la discussion, en échangeant beaucoup sur la maladie et tout ce qui va avec. Et puis, c'est en plus de ça un travail qui n'est pas limité aux médecins, mais comme je disais tout à l'heure, doit vraiment s'exercer dans un réseau de soins. Donc avec les autres soignants bien sûr, et puis les associations de patients et tout ce qui peut aider à combattre ces maladies. Et merci encore pour votre témoignage. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Pour moi, c'était vraiment un honneur d'être là. Et puis, je remercie énormément Charlotte pour le travail qu'elle fait. Et puis, je trouve ça fantastique d'avoir des médecins qui sont autant à notre écoute. Et puis, c'est bien grâce à vous qu'on peut avancer et puis aller mieux. Merci. Merci beaucoup et merci Myriam pour c'est cet échange très, très intéressant et ces mots qui nous touchent en tant que médecins. Et c'est en rencontrant des gens comme vous qu'on a vraiment envie de continuer ce métier de la meilleure manière possible. Merci. Merci d'avoir écouté le 6e épisode du podcast Le rhumatisme et moi. Vous trouverez les 5 épisodes précédents sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Ce podcast a été réalisé par Mai Biderman de l'agence Radar RP.